Bienvenue dans le 56cast. Cette semaine, c'est le 56cast numéro 121 et on a décidé de s'attaquer à un sujet petit, ouais, voilà, un truc pas très ambitieux, histoire de se reposer. Non, on va reprendre les bases en fait. Vous savez, le début, non plus loin, encore plus loin, non mais vachement plus loin. On va parler du Big Bang aujourd'hui avec notre invitée Blandine Pluchet. Bonjour. Bonjour. Qui a écrit la Bible du Big Bang, le Big Bang pour les nuls, qui est un super livre qu'on peut ouvrir à n'importe quelle page et que ça se lit super bien à n'importe quelle page. Mais d'abord, Erwan Cario, bonjour. Bonjour. Tu vas nous parler du numéro 121. Oui, comme promis. La semaine dernière, on a dit que c'était toi. Voilà, et moi il me fallait un peu un thème, donc en fait j'ai essayé de relier le 121 au Big Bang, ce qui est un objectif un petit peu ambitieux. Alors en fait, pour faire simple, j'aurais pu dire que le 121 est le 5e nombre étoilé. Alors qu'est-ce qu'un nombre étoilé? C'est un nombre où on peut faire un damier chinois avec, vous savez, un hexagone avec des triangles sur les bords, c'est un damier chinois. Et donc c'est le nombre de cases possibles sur un damier chinois. Et donc 121 c'est le 5e nombre étoilé. Et donc le nombre étoilé, les étoiles, le Big Bang, ça aurait été hyper simple. J'aurais pu aussi dire que c'était un très bon nombre de Friedman, c'est-à-dire un nombre entier qui est le résultat d'une combinaison de tous ces chiffres à l'aide de 4 opérations plus l'exponentiation. Non, on a dit qu'on arrêtait les mathématiques. Oui, mais pour expliquer, 121, en fait, c'est un 1, un 2 et un 1, et c'est aussi 11 au carré. Donc, c'est l'utilisation d'un 1, un 1 et un 2. Et j'aurais pu dire le nombre de Friedman, mais rien à voir avec Alexandre Friedman, physicien et mathématicien russe, et un des 3 pères de l'expansion de l'univers. Oui, avec Georges Lemaire et Georges Gano. Mais oui, mais ça aurait été trop simple. Et puis, en plus, on avait dit, on n'utilise pas les nombres. Hein, voilà, donc c'est pas un nombre... Oui, voilà. Donc, il fallait trouver autre chose. Mais donc j'ai été chercher du côté des films 121 et les films. Et bien il n'y a pas de film qui a 121. Mais il y a un film de 1969 qui s'appelle 12 plus 1. Hein, voilà, donc 121, 12 plus 1. C'est un film franco-italien, c'est une des nombreuses adaptations du roman russe Les 12 chaises, un roman russe de 2 auteurs russes. Et bon, on s'en fout. Hein. Mais figurez-vous qu'au casting de ce film de 1969, on trouve un certain Orson Welles. Vous connaissez Orson Welles, Citizen Kane, tout ça, et qui a été rendu célèbre par l'adaptation radio culte en 1938 de La Guerre des Mondes. Voilà, où on a raconté qu'il y avait eu une panique. Bon, c'est contesté, mais bon, La Guerre des Mondes, c'est un roman d'H.G. Wells, œuvre qui raconte une invasion d'extraterrestres venus de Mars. Et alors, j'ai spoilé un peu, mais on peut spoiler hein, les romans du début du siècle dernier. Dans le roman, les extraterrestres, à la fin, ils meurent. Pourquoi ? Non, mais pourquoi ils meurent? Parce qu'ils n'ont aucune immunité contre les maladies terriennes. Ouais. C'est des microbes terriens qui les tuent à la fin. Ouais, voilà, c'est un peu nul hein, comme fin, mais bon, on n'est pas là pour critiquer. Alors, figurez-vous que des fois, c'est l'inverse. C'est-à-dire l'inverse? C'est l'inverse, c'est que, en fait, c'est des microbes extraterrestres qui peuvent contaminer les humains. Et en fait, il y a des théories comme ça. Il reste à les trouver d'abord. Hein. Ouais, mais alors comment on appelle ça, les microbes extraterrestres qui contaminent les humains? On appelle ça la pathospermie. Oui, on appelle ça la pathospermie. Et c'est une variante de la théorie de la panspermie qui pense que la vie sur Terre serait due à la contamination extraterrestre. Alors, par exemple, un des plus grands défenseurs de la panspermie, Fred Hoyle, pensait que l'épidémie de grippe de 1918, qui a fait entre 50 et 100 millions de morts, était d'origine extraterrestre. Voilà, donc c'était de la pathospermie. Ouais. Alors, Fred Hoyle, qui est Fred Hoyle? C'est par ailleurs un astronome britannique hein, connu pour défendre la théorie de l'état stationnaire, théorie selon laquelle l'univers est éternel et immuable. Et Fred Hoyle est connu aussi parce que le 28 mars 1949, lors d'une émission scientifique de la BBC qui s'appelle The Nature of Things, il a voulu dénigrer la théorie concurrente hein, de l'état stationnaire de l'univers en l'affublant d'un sobriquet qu'il trouvait ridicule. Et donc, en fait, il a appelé la théorie concurrente le Big Bang. C'est quoi déjà le rapport avec 121 ? C'est le livre, le film où tu prétends que 12 plus 1, ça fait 121. Mais non, mais c'est voilà, je suis arrivé. Ça fait 13, Erwan. Mais non, c'est un film qui s'appelle 12 plus 1. Et ça fait 121 quand tu le regardes de loin. Voilà. Merci beaucoup. Tu re-regarderas, hein, d'accord? Je veux que tu fasses tous les numéros, c'était super. La prochaine, c'est quoi? 122, tu suis ou quoi? Il faut le relier ça avec quoi? L'archéologie du sel. Ah ouais, ça va être chaud. Allez, quartier libre.
petit livre donc sur le Big Bang où on va redire plein de choses que Erwan vient de dire en beaucoup plus lentement et en expliquant beaucoup mieux avec une très bonne vulgarisatrice scientifique. Donc Blandine Pluchet, merci d'être avec nous. Vous avez écrit, alors j'ai lu votre nom pour la première fois dans un livre pour enfants qui s'appelait Le Quark et l'enfant, qui expliquait l'histoire de l'univers en fait depuis le tout début, à comment les particules se sont mises entre elles pour faire des atomes, des molécules, et puis des planètes, et puis à un moment la Terre, et puis nous. Et donc c'est assez vertigineux comme voyage. Et là, vous refaites la même histoire pour les grands, le Big Bang pour les nuls. En fait, c'est pas que sur le Big Bang, c'est vraiment, oui, c'est l'histoire de l'univers en entier. Voilà, j'essaie d'aborder la théorie du Big Bang sous différents angles. Et la théorie du Big Bang, avant tout, c'est une théorie scientifique qui raconte l'évolution de l'univers. Et qui dit qu'il est en évolution, qu'il est en expansion même, et en ça dit qu'il a une histoire. Et c'est cette histoire que j'ai racontée dans cet album jeunesse du Quark et l'enfant. Et c'est cette histoire que je raconte à nouveau dans le Big Bang pour les nuls, cette fois-ci pour les adultes. Mais je vais plus loin, c'est-à-dire que je raconte l'histoire de l'univers, mais aussi l'histoire de la théorie, comment elle est apparue, enfin comment on l'a découvert, comment les scientifiques l'ont découvert. Et je vais encore un peu plus loin dans le livre aussi, et j'essaie de faire un peu le tour de la question autour de cette théorie, qu'est-ce qu'elle nous dit à nous, comment elle fait évoluer notre regard sur le monde, et c'est ça. Et puis aussi ses limites, là où elle vient entrer en confrontation, peut-être avec d'autres modes de pensée qui sont moins scientifiques, comme la religion sur la question de l'origine, parce que le Big Bang, il y a beaucoup d'idées reçues. On l'associe souvent à l'origine du monde et à la... On va commencer par ça, par rapport aux idées reçues. Quand on dit Big Bang, on a cette image de début en explosion de l'univers, où il y a tout qui pète d'un coup et puis après ça se ralentit et l'univers continue à s'étendre doucement. Et vous commencez un peu par dire dans le livre que c'est pas une question d'origine et c'est pas une question d'explosion en fait. Voilà, en fait l'origine et l'explosion, ce sont deux idées reçues qui se trouvent en fait leur origine dans l'histoire de la théorie, dont on pourra parler après. Et depuis, les connaissances des scientifiques ont évolué, ils ont fait de nombreuses observations et les théories se sont affinées pour décrire l'univers. Et maintenant, on considère que le Big Bang, malgré ce qu'en dit son nom, n'est pas une explosion, on ne sait pas, mais il est... la limite, on va dire, dans le passé de l'univers, la limite à laquelle... la limite la plus lointaine dans le passé à laquelle les scientifiques réussissent à remonter avec leurs théories. Et donc c'est un moment dans l'univers où l'univers était immensément chaud, immensément dense et aussi immensément grand. Voilà. Comment ça, immensément grand? Comment ça? Comment ça? Non. Alors. C'est gênant. Hein. Ah ouais, non, ça me va pas du tout. Ça me va pas du tout. Comment ça, immensément grand? Il y a 13,8 milliards d'années, l'univers était immensément grand. Alors, en fait, il faut bien faire la différence entre l'univers. L'univers, c'est tout ce qui existe, et peut-être à l'infini, on ne sait pas. Et la partie de l'univers que que les scientifiques peuvent observer, qu'on appelle l'univers observable ou le cosmos. Et cet univers observable, lui, a une limite. Actuellement, l'univers observable, il a un rayon d'environ 45 milliards d'années-lumière. Donc c'est les galaxies les plus lointaines qu'on arrive à voir avec nos télescopes. Voilà, tout à fait. Déjà ça va pas me plaire, mais bon. Peut-être qu'il y a autre chose derrière, mais on l'a pas vu. Derrière, on ne sait pas. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'il y a l'univers qui s'étend à l'infini? Est-ce qu'on ne sait pas ce qu'il y a? On a vu des trucs à 45 milliards d'années-lumière? Plus ou moins, oui. C'est là où enfin pas exactement, mais il y a le fond diffus cosmologique. Mais... Ah oui. Okay. On le garde pour un petit peu après. On le garde pour un peu après. D'accord. Et en tout cas, voilà. Et donc cet univers observable, lui, au tout début, il y a 14 milliards d'années, au tout début de l'expansion de l'univers, lui était réduit à un point, on va dire, à quelque chose, à toute la matière qui constitue l'univers observable aujourd'hui, les 100 milliards de galaxies, etc., était réduit dans un espace extrêmement confiné, mais extrêmement dense. Mais donc il n'était pas immensément grand, quand on dit que c'est confiné. L'univers observable. Avec les galaxies dedans. Voilà, la partie de l'univers
qu'on peut observer aujourd'hui, qu'on est capable d'observer aujourd'hui. Dans la notion d'univers pas observable qui serait immensément grand s'il n'y a rien, si on n'a rien à y mettre. On suppose qu'il est comme l'univers observable, mais on ne peut pas l'observer, donc on ne sait pas. L'univers, c'est tout ce qui existe, même ce qu'on ne peut pas observer, et l'univers observable, c'est ce que nous sommes capables d'observer. Et on suppose, par principe, que l'univers entier est... Oui, c'est le principe cosmologique, que les règles sont applicables partout, les mêmes règles physiques sont applicables partout dans l'univers. Donc à partir de ce principe-là, ce qui est observable et ce qui n'est pas observable, on part du principe que, grosso modo, il se passe la même chose. Voilà, mais on ne peut pas observer. Mais donc ce qu'on en sait, ce que nous, on observe les galaxies et tout ce qu'on voit autour de nous, était condensé en un point extrêmement dense au début. Et vous dites qu'on ne peut pas voir plus loin en arrière, et donc ça a un nom, ça s'appelle le... Voilà, donc ça c'est la limite, c'est une limite symbolique, on l'appelle le mur de Planck. En fait, aujourd'hui, les scientifiques, pour décrire l'univers dans ce passé extrêmement lointain, qu'on appelle le Big Bang, ont besoin de deux théories scientifiques, deux théories de la physique, qui sont vraiment les piliers de la physique moderne, qui sont la relativité générale et la mécanique quantique. Et il s'avère que là, proche de ce mur de Planck, qui est très symbolique, ces deux théories se contredisent. C'est le bordel. Et c'est le non, c'est le bordel. Voilà, à ce moment-là, c'est le bordel. C'est un truc dont on a un peu parlé il y a quelques émissions, quand on parlait du satellite microscope, qui vérifie le principe d'équivalence, vous savez, la chute des objets... la chute libre dans le vide des objets, et qui permettrait peut-être de remettre en question la relativité d'Einstein, et donc peut-être de trouver un point d'entente entre ces deux théories. Voilà. Et alors pourquoi ça ne marche pas au mur de Planck, pourquoi elles sont inconciliables? Il y a une théorie, la mécanique quantique décrit l'infiniment petit, la relativité générale, elle, décrit l'infiniment grand. Là, l'infiniment grand se retrouve dans des conditions... on va dire que les particules, l'énergie et tout ce qui s'y trouve là est extrêmement dense, donc c'est important de prendre en considération la mécanique quantique, et en même temps on est dans un espace gigantesque. Alors je vais peut-être dire une bêtise, mais c'est ce moment où, parce que la relativité générale, c'est quand même la gravité, c'est la déformation de la gravité, de la gravité, et la mécanique quantique, c'est l'électromagnétisme, c'est d'autres forces en fait, c'est d'autres forces. La mécanique quantique n'est pas une théorie qui est capable de décrire la force de gravitation. C'est ça. Et la relativité générale, elle, est une théorie de la gravitation. Et donc à un moment donné, ça se contredit. D'accord. Donc les physiciens, depuis plusieurs dizaines d'années et même plus, depuis qu'ils ont découvert ces deux théories au début du XXe siècle, essayer de réconcilier les deux théories. Et c'est là où on a des théories comme les cordes, la théorie quantique à boucle, ou ce genre de choses qui essayent de concilier les deux, mais ce ne sont que des théories, elles ne sont pas validées par l'expérience. Voilà. Alors j'ai deux grandes questions, je ne sais pas par laquelle on va commencer. Donc je pose les deux et c'est vous qui décidez. La première, c'est qu'est-ce qui s'est passé dans les premiers moments, quand c'était très chaud, comment ça s'est refroidi, comment ça s'est étendu, quels sont les premiers âges de l'univers. Et la deuxième, c'est comment on enquête aussi loin dans le passé, comment on sait qu'au moment du mur de Planck, tout était si dense, etc. Alors par laquelle je commence? Je ne sais pas, c'est comme vous voulez. Donc la deuxième, comment on sait? Mais en fait, donc il y a différents moyens. Pour remonter aussi loin dans l'univers, il y a jusqu'à un certain moment, on réussit par les expériences et par les observations par les expériences en tout cas à reproduire l'univers tel qu'il était dans ces moments-là, notamment dans les accélérateurs de particules, où on reproduit par exemple les conditions de ce qu'on appelle la nucléosynthèse primordiale. C'est le moment où les premiers atomes dans l'univers ont été formés, notamment donc l'hélium, l'hydrogène, et les observations, parce que il y a quelque chose d'extraordinaire pour les physiciens, au contraire des historiens justement, c'est que regarder l'univers, regarder loin dans l'univers, c'est voir le passé de l'univers. Puisque la lumière, les astrophysiciens avant tout observent
observe l'univers grâce à la lumière qui nous parvient des objets célestes. Alors voilà, les galaxies, les étoiles, même si maintenant on a d'autres moyens d'observer l'univers aussi. Peut-être on en parlera après, des ondes gravitationnelles, voilà. Et en tout cas, la lumière, elle, se propage à une vitesse définie. Et rien ne va plus vite que la lumière. Et elle met, pour nous, quand on regarde quelque chose là sur la Terre, ça va être très vite, ça semble instantané, mais pour une étoile qui se situe à des milliards d'années-lumière, la lumière de cette étoile va mettre un certain temps à nous parvenir. Et du coup, on voit l'étoile ou on voit la galaxie telle qu'elle était dans le passé. Au moment où la lumière est partie, a commencé son voyage vers nous. Voilà, tout à fait. Alors par exemple, la constellation d'Andromède, la galaxie d'Andromède qui se situe à, je crois, c'est environ 2 milliards... non, que je dise pas de bêtises là, du coup, je sais pas. Plein d'années-lumière. Oui, je la connais plus par cœur, là j'ai un trou. En tout cas, elle se situe, voilà, c'est ça, 2,5 millions d'années-lumière de la Terre. Et donc, la lumière qui nous parvient de cette galaxie nous la fait voir en fait telle qu'elle était au temps des hommes préhistoriques. Voilà, c'est ça. Donc, on peut imaginer que des gens là-bas nous regardent et en fait, eux voient les hommes préhistoriques. Donc, il y a certaines galaxies qu'on voit et dont on arrive à dire à quelle distance elles sont. Et donc, quel âge elles ont, et donc on sait qu'on les voit telles qu'elles étaient il y a très 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 longtemps. Voilà. On sait mesurer les distances par différentes manières dans l'univers. On voit une différence de structure avec les galaxies de maintenant qui nous donne un indice sur la... Voilà, tout à fait, voilà. Et donc on apprend comme ça des choses sur le passé de l'univers. C'est-à-dire, elles ressemblent à quoi? Elles sont moins bien finies, elles sont plus chaudes? Voilà, c'est ça, elles ont certainement moins d'étoiles, puisqu'une galaxie, en fait, avant tout, c'est une machine à faire des étoiles. C'est des gaz au départ. Quand les galaxies se sont formées il y a 13 milliards d'années, c'était des condensations de gaz qui petit à petit ont formé des étoiles et les étoiles se succèdent au sein des galaxies. Tant qu'il y a du gaz, elles naissent, elles meurent, des nouvelles étoiles arrivent. Et en fait, la première lumière qui a été émise dans l'univers, elle a été émise donc à la fin de cette nucléosynthèse dont j'ai parlé tout à l'heure. Et cette lumière, on l'appelle le rayonnement fossile couramment, aussi plutôt le fond diffus cosmologique. Et en fait, c'est la première lumière, c'est au moment où les premiers atomes se sont formés, les petits électrons sont venus autour des noyaux d'atomes. Et là, la lumière a été libérée. Et cette lumière, mais justement, elle a été prédite, son existence a été prédite par les personnes qui avaient élaboré donc, la théorie du Big Bang, qui ne s'appelait pas encore comme ça, et elle a été observée dans les années 60. Quelque part, si on observe bien, on devrait pouvoir... il devrait y en avoir des restes. Ouais, en fait, ils se sont dit que si dans un lointain passé, l'univers était, comme je disais tout à l'heure, extrêmement dense et extrêmement chaud, il avait été aussi extrêmement lumineux, puisque tout ce qui est chaud émet de la lumière, et cette lumière, on devait encore pouvoir la voir. Et voilà, c'était une prédiction. Et donc, la science, c'est comme ça que ça fonctionne. Les théories font des prédictions. Et si les prédictions sont mesurées, observées, ça valide la théorie. Et ça a été la plus formidable observation et prédiction et donc validation de la théorie du Big Bang. C'est l'observation de cette lumière. Et ça a été dans les années 60. Donc, c'était un peu par hasard. Oui, c'était un peu par hasard. C'était un peu par hasard que c'était des radioastronomes qui voulaient observer, je ne sais plus, je crois, des rayons électromagnétiques dans le domaine radio, je pense dans la Voie lactée. Et là, tout d'un coup, on a vu ce rayonnement dans le domaine radio qui était partout, en fait, qui venait de partout. Donc, ils se sont dit, ça ne vient pas de la Voie lactée, ça vient de l'univers dans son entier. C'était trop uniforme, c'est ça. Et donc voilà, c'était une preuve pour la théorie du Big Bang. Le fond diffus cosmologique. Le fond diffus cosmologique. Et le fond diffus cosmologique nous permet d'en savoir. L'étude du fond diffus cosmologique est une grande source d'informations pour connaître l'univers des temps. Et c'est aussi en voyant l'expansion de l'univers qu'on arrive à rembobiner et imaginer... Voilà. Enfin, si on voit... Je ne sais pas, mais si on mesure par exemple à quelle vitesse il va maintenant, est-ce qu'on peut juste faire machine arrière pour essayer de deviner comment c'était avant? Oui, tout à fait. En fait,
l'idée donc de... En fait, l'expansion de l'univers, elle a été... Est-ce que je reviens peut-être un peu sur la découverte de la théorie du Big Bang, hein? Allons-y. Allons-y. Hein. Voilà, parce que je pense que tout ça, ça rentre dans le cadre. Donc, jusqu'au début du XXe siècle, les scientifiques considéraient, comme disaient d'ailleurs les premiers scientifiques dans la Grèce antique, considéraient que l'univers était immuable, éternel, avait toujours été comme il est aujourd'hui. Il y a toujours eu des étoiles. Dont je parlais, hein, voilà, tout à fait, qui lui tenait à cet univers immuable. Et là, il y a Einstein qui au début du 20e siècle, pardon, Einstein, en fait, découvre ou invente la théorie de la relativité générale. Et sa théorie, donc, c'est une théorie qui décrit l'univers dans son ensemble. Et ces équations montrent que l'univers est en mouvement. Et lui, il n'était pas hyper pour au début. Il n'était pas hyper pour, non, ça l'a plutôt gêné. Il n'était pas d'accord. Il n'était pas d'accord. Donc lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a rajouté une constante qu'on appelle la constante cosmologique pour rétablir la stabilité de l'univers. Pour pas que... Voilà, l'univers, il est immuable, il a toujours été comme ça. Et ce qui est intéressant... Il a mis un quel-pied sur... Ce que je trouve intéressant d'ailleurs, parce qu'Einstein, il n'a pas hésité à remettre en cause les notions d'absolu du temps et de l'espace, dire que le temps et l'espace étaient relatifs, et par contre là, l'univers immuable, non. Voilà. Et voilà, donc il met sa constante. C'est tellement génial d'un côté, et puis de l'autre, très conservateur. Et voilà, mais d'autres scientifiques vont se pencher sur ces équations de la relativité générale, dont un des premiers qui s'appelle donc Alexandre Friedmann, dont on parlait tout à l'heure, et Alexandre Friedmann, qui est donc un physicien russe, dans les années 20, va chercher des solutions aux équations et va voir, non, l'univers est bien en mouvement, il est en évolution, il serait ou en expansion, en contraction, mais voilà, il bouge. Donc ça commence avec lui. D'un autre côté, de manière plutôt indépendante, on a un autre astrophysicien belge qui s'appelle Georges Lemaître. Et Georges Lemaître, lui, se penche de la même manière sur ces équations. Et lui voit aussi donc ce mouvement, cette évolution dans l'univers. Et il décide, enfin il invente une théorie, je ne sais pas si le mot inventer est le meilleur, mais c'est celui. Voilà. Il met au point une théorie, voilà, tout à fait, qui s'appelle la théorie de l'atome primitif, et qui est finalement l'ancêtre, entre guillemets, une ébauche de la théorie du Big Bang. Et il imagine, donc il considère que l'univers est en expansion, donc il rembobine le film à l'envers, donc on parlait de l'expansion, voilà, en disant, voilà, si l'univers est aujourd'hui en expansion, ça veut dire que dans un lointain passé, il a été extrêmement dense. Et comme on sait que... En fait, il imagine en fait qu'au début de cet univers, au commencement, au plus loin où on peut remonter, l'univers était une sorte de noyau atomique extrêmement, très très grand, gigantesque. Donc si gigantesque, donc instable, et que c'est la désintégration de ce noyau atomique qui a provoqué en fait l'expansion de l'univers, et que ça a commencé comme ça. Et voilà, donc c'est sa théorie de l'atome primitif. Suite à ça, un autre astrophysicien ajoute que si c'est Georges Gamow, donc là, astrophysicien russe, américain, il a beaucoup bougé, et Georges Gamow ajoute que si l'univers a été extrêmement dense, il a aussi été extrêmement chaud et donc lumineux, et c'est lui qui prédit cette lumière dont j'ai parlé tout à l'heure, ce rayonnement fossile. Voilà. Et parallèlement à Georges Lemaître, dans la même époque, d'ailleurs un peu avant la prédiction de Georges Gamow, il y a un astronome, un astrophysicien qui observe donc l'univers, qui s'appelle Edwin Hubble. Et Edwin Hubble, lui, avec son télescope aux États-Unis, s'intéresse en fait à ce qu'on appelait à l'époque des nébuleuses, des sortes d'objets diffus où on ne savait pas trop ce que c'était, voilà. Et là, il faut dire qu'on était à une époque encore où
ne savait pas s'il y avait d'autres galaxies ou non. Il y avait un grand débat, qu'est-ce que sont ces nébuleuses? Est-ce que ce sont peut-être d'autres galaxies? Et donc lui, il ne va pas s'intéresser à elles, va les observer et va dire oui, il s'agit d'autres galaxies, notre Voie lactée n'est pas seule. Il y a bien plein d'autres voies lactées, plein d'autres galaxies dans l'univers. Et regardant donc, donc premièrement voilà, il observe de nouvelles galaxies dans l'univers, mais observe aussi une chose très importante, c'est que ces galaxies, elles s'éloignent les unes des autres, et d'autant plus vite qu'elles sont éloignées. Ouais. Donc vient une preuve pour... Et que c'est pas un mouvement propre, mais que c'est une dilatation en fait de tout l'univers. Preuve pour l'expansion de l'univers. La première preuve. Toutes les galaxies s'écartent les unes des autres. Moi, j'aimerais juste revenir là-dessus. Parce qu'il y a un truc... Alors, mais vite fait, alors. Vite fait. Non, mais c'est juste que le principe de l'expansion... Je reviens sur le principe de l'expansion. C'est un truc que j'ai du mal à intégrer dans ma tête. Notamment parce que le Big Bang, on dit que ça part d'un point. Enfin, quelque chose qui ressemblait à un point. Ça part pas d'un point. Non, mais ça part pas. Mais c'est un point. Et aujourd'hui, on dit que l'univers observable, donc tout ce qui est concerné par ce Big Bang, fait 45 milliards d'années-lumière et des bananes, ou moins des bananes, je sais plus. Et on dit en même temps que la vitesse de la lumière, que c'était il y a 13,8 milliards d'années. Et qu'on ne peut pas aller plus vite que la vitesse de la lumière. Mon problème, c'est qu'il y a des choses qui sont à 40 milliards d'années-lumière, alors que la vitesse de la lumière alors que c'est fait 13,8 milliards d'années-lumière que tout a démarré. C'est parce que l'expansion accélère. Voilà. Mais on dit en même temps que la vitesse de la lumière est indépassable. Donc il y a quand même des choses, si on parle de vitesse, qui est quand même la distance divisée par le temps. Non, parce que tu les vois telles qu'elles étaient au début, et maintenant elles sont... elles sont plus... Il y a eu de l'expansion entre-temps. C'est-à-dire que ces objets, ils ont émis de la lumière à un moment. C'est cette lumière qu'on reçoit, mais entre-temps, à cause de l'expansion, ils se sont éloignés. Ouais. Voilà. Elles sont plus loin que simplement la vitesse de la lumière. Si on calculait comme ça, faisons une formule mathématique, entre nous et le machin qu'on observe à 40 milliards d'années-lumière, donc c'est à 40 milliards d'années-lumière, on sait très bien qu'il y a 13,8 milliards d'années en fait, on était tous ensemble, à peu près au même point. Ouais. Donc, si on fait un calcul de vitesse, il s'est éloigné plus vite que la vitesse de la lumière. La vitesse de la lumière nous permet de les voir, elle vient vers nous, mais en attendant, il s'éloigne par la force de l'expansion. Non, mais je crois que c'est la dilatation de l'espace que j'ai un peu du mal à saisir. Il s'éloigne de plus en plus vite, mais tu le vois pas, puisque la seule lumière que tu as, c'est celle qu'il a émise il y a 13,8. Si tu fais une distance de 40 milliards d'années-lumière divisée par le temps... On va en parler plus tard quand on aura pas un compteur. Pardon, excusez-moi, mais avec un café, je peux terminer juste sur l'histoire. Voilà, donc là, j'en étais à l'observation de l'expansion de l'univers, donc finalement à nos trois pères de la théorie du Big Bang, qui sont donc Alexandre Friedman, Georges Lemaître et Georges Gamow de Georges, et vient donc avec cette première preuve de l'expansion, et vient une émission radiophonique justement entre Fred Hoyle et Georges Gamow. C'est dans les années 40, 1949 je crois, et chacun confronte justement sa manière de voir. Donc Fred Hoyle, lui, tient, comme Einstein, comme autrefois, à garder cet univers immuable, et Georges Gamow appuie, lui, la théorie de l'atome primitif. Et les deux, en fait, se retrouvent donc l'un face à l'autre dans l'émission, et Fred Hoyle se moque en fait de la théorie que soutient Georges Gamow en disant « et vous et votre Big Bang ». Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, la théorie de l'atome primitif considérait que il y a eu ces désintégrations de noyaux, et donc on voyait ça comme une explosion. Et donc il a appelé ça Big Bang. De manière ironique, en lui disant... Voilà, tout à fait. Voilà, mais aujourd'hui... Ça a explosé comme ça, comme un gros bang, et puis... Mais on est revenu donc sur cette idée d'explosion et d'atomes primitifs. Maintenant, on voit les choses différemment, mais c'est resté là. Et puis, il y a aussi... du coup, l'image associée de l'explosion est restée aussi. Voilà, tout à fait. Et en parlant de l'origine, il y a eu aussi une confusion, parce qu'il y a le pape aussi qui est venu ajouter un discours en disant que la science, quand on a découvert le fond diffus cosmologique, avait découvert la première lumière émise par l'univers, et donc avait découvert le fiat lux. Et donc tout ça est entré en confusion, et du coup, voilà, Big Bang, origine, création de l'univers, explosion, des idées qui sont
qui s'inscrivent, voilà, qui trouvent leur source dans l'histoire. Alors on n'a plus de temps et j'avais encore 50 000 questions. S'il ne fallait en garder qu'une seule à laquelle on répond en 2 minutes top chrono, c'était donc le Big Bang est une théorie, donc ça veut dire qu'on n'en est pas sûr, ça veut dire qu'il y en a d'autres. Voilà. Quelles sont les autres idées qu'on peut confronter à ça? Moi, ce que je peux dire, c'est qu'actuellement, voilà, le Big Bang, en effet, c'est un scénario pour décrire l'univers dans son ensemble. C'est un scénario de la cosmologie, la partie de l'astrophysique qui s'occupe de comprendre l'univers dans son ensemble. Et c'est actuellement le meilleur scénario. C'est-à-dire que toutes les observations qu'on fait encore récemment de l'univers, les expériences qu'on fait dans les laboratoires avec les accélérateurs de particules, viennent conforter ce scénario. Alors il y a encore des inconnus, mais ces inconnus comme la découverte de la matière noire, de l'énergie noire, qu'est-ce qu'il y avait avant ce moment qu'on appelle le Big Bang, tout ça c'est des inconnus, mais qui ne viennent pour le moment pas remettre en question ce scénario qui est le principal. Aujourd'hui on n'a plus personne qui prétend que l'univers est stationnaire, mais est-ce qu'il y a d'autres idées qu'une expansion à partir d'un point extrêmement dense? Il y a cette idée de Big Crunch, peut-être avec un univers en yo-yo qui aurait des phases d'expansion et de rétractation. Alors ça, le Big Crunch, l'idée du Big Crunch, c'est pas une idée qui vient se mettre en porte-à-faux à la théorie du Big Bang, c'est plutôt une idée justement pour aller plus loin. C'est dans la recherche de qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang. Et justement, tout à l'heure, on parlait de réconcilier ces deux théories-là pour essayer de comprendre ce qu'il y avait avant, pour aller au-delà du mur de Planck. Et ces théories, en effet, supposent différents scénarios, dont le scénario de Big Crunch, où en fait, on imagine que l'univers, que finalement ce sont des expansions et qu'à un moment l'expansion va s'arrêter et l'univers va entrer à nouveau en contraction, et là il va y avoir en effet ce qu'on appelle un Big Crunch qui va être après une sorte de grand rebond où peut-être l'univers va à nouveau s'expandre. Voilà, donc c'est en fait il n'y a pas vraiment de théorie concurrente, il y a juste des zones d'ombre et des inconnus qu'on essaye de combler avec des idées. Et on recherche. Et qu'est-ce qu'il faudrait très rapidement pour prouver définitivement la théorie du Big Bang, en fait? Alors, pour que ça soit plus une théorie. Je pense que la science, de manière générale, quand on regarde son histoire, la science, c'est une remise en cause permanente des connaissances. Et je pense qu'on ne peut jamais dire qu'une théorie est définitivement prouvée. On peut dire qu'elle s'approche au plus des observations, mais de là à dire on ne sait pas ce que nous réserve l'avenir, les nouveaux instruments, les nouvelles observations, les nouvelles découvertes. Alors, on peut simplement vraiment parler de scénarios qui est actuellement le meilleur, qui s'approche de modèles qui s'approchent au mieux des observations qu'on fait, mais voilà, mais valider définitivement, ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas dire en science. Okay. C'est un peu le niveau du boss ultime, le Big Bang. Comment ? C'est un peu le boss ultime de prouver le Big Bang. Oui, voilà, ouais, mais là, la science s'arrête là, à ce moment-là, si on le prouve. Dans la science, c'est le problème de la science, c'est de la remise en doute permanente des connaissances, et je pense qu'à l'infini. Okay. Merci beaucoup, Blandine Pluchet. C'est encore une émission que j'aurais aimé faire 2 fois plus longue. En tout cas, voilà, votre livre, c'est Le Big Bang pour les nuls. Et je l'aime vraiment beaucoup parce qu'on peut l'ouvrir à n'importe quelle page et commencer à lire, et ça marche, quoi. Il y a plein d'entrées différentes. Et c'est en 3 parties. La première, c'est l'histoire de l'univers. La deuxième, c'est l'histoire des hommes qui ont fait l'étude du Big Bang. Voilà, vraiment l'histoire de la relation de l'homme à l'univers. Voilà, c'est ça. Je commence avant la théorie du Big Bang pour qu'on voit bien où la découverte de cette théorie, dans quel contexte ça s'inscrit, pour qu'on voit à quel point elle est révolutionnaire. Voilà. Et la troisième, c'est toutes les réflexions qu'on peut avoir autour de cette théorie. Voilà, dont on n'a pas du tout parlé, mais il y a plein de choses passionnantes à découvrir. Et donc, ça nous parle beaucoup. Chouette. Ouais. Voilà. Merci encore. Et puis on va finir avec des poils. Eh ben, les poils, je me suis trompée, j'aurais dû mettre cette vidéo la semaine dernière quand on parlait de biodiversité, d'espèces menacées, de protection des espèces, parce que c'est un bébé ours des Andes, qu'on appelle en français ours à lunettes. C'est la seule espèce d'ours qui vit en Amérique du Sud, et c'est l'espèce d'ours la plus menacée de toutes, parce qu'en Amérique du Sud, il y a des gros problèmes de déforestation. Or, l'ours à lunettes vit dans les arbres, il grimpe dans les arbres, comme vous allez voir, il est trop mignon.
Et il est quasi exclusivement végétarien, contrairement aux ours d'Amérique du Nord. Il mange des baies, il mange de l'herbe, il mange de la canne à sucre, du maïs. Et là, c'est donc un bébé du zoo de New York qui est né l'hiver dernier, donc l'hiver 2016-2017, et la vidéo a été tournée au printemps 2017. Voilà, à bientôt, salut! Ciao!